Druide informatique, créateur d'Antidote, s'associe à l'Université du Québec en Outaouais pour la diffusion de cette émission qui témoigne du dynamisme des activités langagières. La langue française a grandement évolué au fil des années, au fil des siècles, et ça a un impact concret dans notre quotidien. Et aujourd'hui, je m'entretiens de ce sujet-là avec mes trois invités. Pour commencer, Raymond Ouimet. Raymond, je peux te présenter comme un grand amoureux de la langue française. Est-ce que je me trompe? Ah, vous ne vous trompez pas, Mélanie. Merci. Donc, qu'est-ce qui fait que tu aimes autant la langue ou qu'est-ce que tu aimes de la langue française? Bien, ma mère était francophile. OK. Donc, on a été élevés dans l'amour de la langue française, l'amour du cinéma français, mais en milieu ouvrier quand même, où on parlait finalement la langue de tout le monde dans la rue. Ce qui veut dire, dans une ville comme Hull, beaucoup de mots anglais. Le mot camion n'existait pas, c'était le mot troc. Ah oui. Mais comme on m'a inculqué cet amour-là de la langue, bien, avec le temps, on a essayé de se corriger, j'ai essayé de me corriger. Et j'y parviens, plus ou moins bien, mais j'y parviens. OK. Mais dans le fond, ça va jusqu'à écrire des livres. Donc, historien, oui. que tu préfères dire amateur, historien, auteur, dans le fond, animateur, chroniqueur, blogueur maintenant. Tu utilises beaucoup cette langue-là. Oui, c'est mon instrument de travail. Ça a été mon instrument de travail aussi dans ma carrière au gouvernement fédéral, puisque j'ai été à la correspondance ministérielle pendant de nombreuses années. Alors, la langue française m'a aussi fait vivre, m'a aussi fait manger. Carrément. Ouais. Est-ce que tu as vu une différence, dans le fond, au quotidien, dans l'évolution de cette langue-là? Parce qu'autant à l'oral qu'à l'écrit, ça a changé au fil des années? Je pense qu'on a vécu une grande période de la langue française au Québec, je pense les années 1960 et les années 1970, l'époque de la Révolution tranquille, où il y a une fierté de la langue qui va émerger. Et cette fierté-là va aller aussi jusque dans la publicité à la télévision. Les plus vieux se souviendront du juge Robert Clich qui annonçait régulièrement à la télé « Bien parler, c'est se respecter Et le français, je le parle par cœur. Et ça, c'est quelque chose dont on aurait besoin aujourd'hui. Pourquoi on aurait besoin de ça? Eh bien, parce que il semblerait, il m'apparaît qu'actuellement, au Québec, on est moins fiers de notre langue. Et on voit cette langue-là se détériorer, particulièrement dans les médias. À la radio, à la télé, on n'a plus le français qu'on avait dans les années 60, les années 70. Est-ce qu'on trie moins bien les animateurs? Est-ce qu'on utilise trop de comédiens plutôt que d'animateurs à la télé ou à la radio? C'est une question à se poser, mais cette fierté-là n'est pas aussi présente qu'elle l'était dans les années 60-70. Est-ce que c'est lié au public ou c'est carrément lié, dans le fond, à ceux qui pratiquent ces métiers-là? Bien, c'est lié à un certain nombre de gens qui pratiquent ces métiers-là. C'est, entre autres aussi, je dirais, dans les 20 dernières années, au monde de l'humour. On sait combien l'humour est populaire au Québec. Or, les humoristes qui parlent correctement leur langue, ils sont rares. C'est pas tout le monde, en tout cas. Et ils donnent, à mon avis, un très mauvais exemple. D'autre part, il y a des gens, même des linguistes qui ont affirmé au cours des dernières années qu'au Québec, ben, c'est bien de valeur, on avait choisi notre langue et que notre langue, ben, c'était le joual, celui que le frère Untel, d'ailleurs, dénonçait là, dans les années 60-70. Et qu'est-ce qui se passe avec les jeunes enfants autour de toi? Est-ce que tu sens que la langue s'enrichit parce qu'il y a plein de nouvelles réalités ou qu'elle s'appauvrit? Bien, ça dépend beaucoup des parents, hein, de la vision que les parents ont de la langue. Si je parle de deux de mes petites filles, ma fille cadette a deux petites filles, et elle tient beaucoup à ce que les enfants parlent correctement le français. Et mon fils a une petite fille, lui, qui parle 3 langues, et qui a encore tendance à les mélanger, mais il se fait aussi un effort pour bien... Mon fils tient à ce qu'elle parle bien autant le français que l'anglais. Et comme la mère parle le tagalog, elle parle aussi le tagalog. Donc, ça, c'est possible hein, d'être trilingue, finalement. Oui, dès les jeunes années. Et de tenir au fait que l'enfant parle bien chacune des langues. Parce que dans la région, souvent, on parle beaucoup de bilinguisme. Mais j'ai souvent remarqué que les gens avaient 2 langues secondes.
Bien, on va en reparler plus tard aussi avec Christian Bernier, qui enseigne le français au cégep, et un historien aussi de la langue française, Raymond Malamé. Et j'inviterai après à discuter avec notre professeur, l'enseignant au cégep, pour voir comment ça se passe au quotidien avec les jeunes adultes. Ça marche? À plus tard. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant en compagnie de Christian Bernier, enseignant au cégep de l'Outaouais, et Raymond Malamé, qui enseigne l'histoire de la langue française à l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, tout d'abord, si on dressait un portrait très court d'une longue histoire de la langue française, ce serait quoi? Bien, on va dire, premièrement, il faut démystifier. C'est-à-dire, la première question, on pense que la langue française a toujours existé. On parle d'évolution de la langue française, alors qu'elle a vu le jour un jour. Elle n'a pas toujours existé, donc elle est mortelle, elle est fragile. Et il faut la protéger. Il faut que les usagers de la langue française l'alimentent de nouveaux termes quand il y a un vide référentiel, quand il y a un manque. Mais c'est vrai que de penser qu'elle est née un jour, on pense plus en prendre soin ensuite. Beaucoup plus, du fait qu'elle est fragile, donc on doit s'en occuper. Oui. On doit la choyer. Donc, rapidement, on peut dire que la langue française a connu le jour, mettons, après la conquête romaine de la Gaule, n'est-ce pas? Il faut comprendre que la Gaule, à l'époque, comprenait la France, la Belgique, l'ouest, la rive ouest du Rhin, donc partie de l'Allemagne occidentale, la Haute-Savoie, la Suisse. Donc, la Gaule d'hier n'est pas la France d'aujourd'hui, elle était immense. Il y avait une soixantaine de tribus gauloises qui vivaient à l'intérieur de la Gaule. Et il y avait aussi les Basques qui se trouvaient du côté du sud-ouest, et il y avait les Grecs qui se trouvaient à Marseille. Donc, ces trois peuples constituent le substrat de la langue française. C'est quoi un substrat? C'est cette strate, cette couche qui va enrichir le proto-français, qui est le roman, si vous voulez, le gallo-roman, qui va émerger à la suite de la conquête romaine de la Gaule. Et toutes ces langues, donc le basque dans une moindre mesure, quelques mots comme falaise, par exemple, vont enrichir la langue française, le grec, l'ancien grec de Marseille, parce que les Phocéens étaient un peuple grec maritime, donc c'était des pêcheurs, c'était des marins. Donc tous les termes du grec qui touchent au secteur de la climatologie, de la météorologie, de la navigation, sont rentrés dans la langue provençale, et du provençal sont rentrés dans ce qu'on appelle le gallo-roman. Donc, ce sont des substrats. Après ça, ils ont disparu. Un substrat, c'est une langue qui enrichit une autre langue, après ça disparaît. D'accord. Qu'est-ce que vous aviez comme... Non, mais c'est toute cette culture-là, puis tous ces éléments-là qui ont finalement conduit exact. À la langue française qu'on connaît, ou en tout cas, une de celles qui a... Exact. Qui a été, Exactement. Donc, c'est facteur extérieur, sous-jacent aussi, parce que c'était caché. Les gens, ils ne pensent pas que... il y a à peu près, pour le Gaulois, il y a à peu près en dessous d'1 millier de mots qui sont rentrés dans la langue française, surtout tous les termes qui relèvent de la faune et de la flore. Alors, tous ces termes sont des mots gaulois. Le Gaulois a beaucoup apporté au latin parlé de la Gaule, qu'on appelait le gallo-roman. Il y a eu aussi le mot char, la technologie du char. Les Romains ont volé la technologie du char des Gaulois. Ils étaient très avancés dans le domaine de l'agriculture. Une autre, donc c'est un substrat qui a enrichi le latin parlé de la Gaule et qui a permis de le distinguer du latin du Sénat de Rome, de Cicéron, du latin de l'Église qu'on verra plus tard. Mais là, on est encore loin de 2016. Oui, donc, loin, c'est sûr. Quand, à peu près à quel moment, le français qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui est apparu avec tout ça? Très bonne question. Le premier texte en proto-roman, c'est-à-dire le précurseur du français, ce sont les Serments de Strasbourg et le traité de Verdun. Donc, si on les lit, on comprend déjà. On voit que c'est très proche du français. Dans les années? Dans les années, on va dire 6e siècle après Jésus-Christ, on va dire le traité de... c'est après la conquête, après la chute de l'Empire romain. Il faut comprendre qu'une fois que l'Empire romain a chuté, ce sont les peuples germaniques qui ont rempli le vide. Donc, l'armée romaine s'est retirée de Gaule pour essayer de renforcer le front de l'Est, où les Visigoths, les Ostrogoths et les Huns étaient en train de frapper sur l'armée romaine. Et l'armée romaine commençait à reculer ce front. Donc, toute l'armée de Gaule, qui se trouvait en Gaule, a été soutenir le front de l'Est
particulièrement en Tarse, en Bulgarie, à Adrianopolis, du nom d'Adrien, un des empereurs romains. Puis finalement, ces peuples gothiques ont balayé tout l'Empire romain et les Francs se sont déplacés vers qui étaient un peu plus civilisés, se sont déplacés vers la Gaule. Et ils ont institué une dynastie qui était la dynastie des Mérovingiens avec Clovis. Donc Clovis, 4e siècle après Jésus-Christ, le christianisme est déjà implanté en Gaule. Clovis se convertit au christianisme pour avoir l'allégeance du peuple gallo-romain et en plus, il se latinise parce que le christianisme a comme langue officielle le latin. Donc, c'est comme ça que les Francs se latinisent. On est encore loin des étudiants au cégep qui arrivent pour apprendre le français pour le pratiquer. C'est sûr. Donc, si on se propulse un peu dans l'avenir... On se propulse déjà au 16e siècle avec François Ier, les guerres d'Italie. Il va amener beaucoup de mots italiens dans la langue française et faire la Renaissance. Donc, il va être influencé par l'Italie. Il va édicter le décret de Villers-Cotterêts en 1545, si je ne m'abuse, 16e siècle, qui va instituer le français comme langue officielle de tout le territoire de la France, la Francie. Okay. Donc ça a beaucoup aidé la langue française. Donc, elle est toujours associée à des territoires, dans le fond, à des prises d'espace politiques et tout ça. Tout à fait. Toujours sans arrêt. Et elle s'est renouvelée comme ça régulièrement, d'époque en époque. Exact. Très bonne remarque, parce qu'on voit que le français est encore une langue territoriale. Mais bientôt, il va se déterritorialiser, si je peux utiliser le mot, et aller prendre de l'expansion, devenir une langue universelle, une langue officielle, une langue humaniste surtout. J'oublie une étape très importante, c'est l'étape de la langue d'oïl et la langue d'oc, parce que ça touche au Québec. Donc, une fois que la langue d'oïl se développe avec les Francs, parce que les Francs vont mélanger le latin au francique, qui était leur dialecte germanique. Donc, ce qui a distingué la langue d'oïl du nord de la France, la partie septentrionale de la France, de la langue d'oc, la partie orientale, méridionale de la France, justement, c'est tous ces mots germaniques qui sont rentrés dans la langue française. D'où beffroi, Bergfried de l'allemand, beffroi, donc du domaine militaire, domaine la hache, et aussi la tendance au Québec de prononcer le H aspiré sous l'influence germanique. On va pas avaler le H comme le H muet, comme on va dire la hache, la haie, donc la prononciation au Québec. Et le chointement aussi, on va dire les Lorrains, il ne faut pas oublier que tous les peuples du nord de la France sont eux qui vont venir au Québec. Les peuples du sud ne vont pas aller vers le Québec. Et là, ce que j'entends, c'est un paquet d'influences et de modifications et d'évolutions au quotidien. Exact. Donc, quand on enseigne le français, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose de figé, quoique les étudiants ne sont pas tellement au courant de ça. Parce que eux, ils ont l'impression souvent que c'est une langue figée, que les langues sont figées, donc celles qu'ils apprennent chez nous, le français. Ils pensent que le français, c'est vraiment ce qu'on voit dans les dictionnaires, dans les grammaires, et il y a une façon de parler français, de voir le français, c'est celle qu'on apprend dans les livres. Et quand on apprend un peu à manier la langue ou qu'on peut avoir des discussions avec eux aussi sur ces considérations-là, là, ils apprennent qu'en effet, c'est pas figé, que ça a évolué. Ce qui les intéresse beaucoup, c'est justement quand on lit l'évolution de la France, du français à la langue qu'on parle ici ou aujourd'hui, aux prononciations, aux modifications des mots, du vocabulaire, de la prononciation. Ça les intéresse beaucoup. Donc, est-ce qu'ils ont un intérêt, est-ce qu'ils ont entendu parler de l'arrivée de la nouvelle orthographe, la nouvelle grammaire? Ils l'ont vécu, les étudiants à qui vous enseignez? Ils n'ont pas entendu parler. Ils se sont fait imposer. En fait, on leur a enseigné la nouvelle grammaire. C'est ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Moi, j'ai vécu la transition. En fait, j'ai appris l'ancienne grammaire et puis j'ai appris à mes enfants la nouvelle grammaire. J'ai essayé, du moins, en l'apprenant sur le tas, là, si on peut dire. Mais pour ce qui est de la nouvelle orthographe, ils n'en ont pas entendu parler du tout. Qui est arrivé en 1990, en 1990. Oui, puis, il y a eu tout une espèce de débat là, récemment sur les réseaux sociaux, nouvelle orthographe. C'est un débat qui revient de façon cyclique. Les gens ont peur du changement. Mais si vous écoutez, ils se rendent compte que, dans le fond, ça a toujours changé la langue française. Il y a eu des réformes avant la réforme de 90. Il y a eu la Pléiade sous François Ier. Oui, l'Académie française qui sort son dictionnaire. Puis on a essayé de figer la langue, mais c'était une révolution en soi de le faire. Donc oui, ça n'arrête pas d'évoluer, évidemment. Puis comme on parlait tantôt que la langue est territoriale, bien aussi avec l'expansion du français sur différents territoires, bien évidemment, il y a une couleur qui s'installe plus ou moins locale. Tout à fait. Comme on voit au Québec.
C'est ça. Qu'est-ce qui distingue le Québec de la France, en fait, sur le plan de la langue? Premièrement, ce sont les peuples du Nord. Donc, ceux qui parlaient la langue d'Oil, donc très germanisée. Ah, j'ai oublié l'étape normande. Hein? Parce que 9e siècle, ce sont les Vikings qui vont s'installer en Normandie. L'Empire de Charlemagne est en désintégration. Ses petits-fils se chicanent, ils se divisent en royaumes. Et la Francie, il y a une guerre civile en Francie. Les féodaux se rebellent contre le roi de France, Charles III. Donc, Charles III, à ce moment, les Vikings arrivent, ils passent, c'est des très grands guerriers, et ils ont une technologie des mers très avancée par rapport aux Francs, qui sont plus un peuple continental. Donc, tout le vocabulaire suit avec ça. Le vocabulaire. Donc, ils apportent avec eux tous les mots norrois. Tous les mots de la mer, c'est des mots norrois comme iceberg, comme cric, comme auban, le pont à Auban, comme le Pierre Laporte à Québec, c'est un pont à Auban. Auban, c'est un terme norrois, un terme viking. Notre rapport à la langue change aussi, je crois, au fil du temps. De quelle façon? Ça évolue. Par exemple, je pense à le 18e siècle en France, où le français au 18e siècle, c'était la langue universelle, comme c'est l'anglais, c'est le cas pour l'anglais aujourd'hui. Ça aussi, c'est quelque chose que j'allais dire que les étudiants ignorent, mais peut-être que les gens ignorent aussi. Donc, la langue évolue, mais notre rapport aussi face à elle évolue aussi, parce qu'aujourd'hui, on a plus l'impression que l'anglais prend le dessus, puis que l'anglais contribue peut-être, M. Ouimet parlait tantôt, peut-être un certain effritement de la langue française, ou en tout cas... Est-ce que ça se voit dans les salles de classe? Est-ce que les étudiants continuent ou commencent, en tout cas, comment ils sont en français dans l'écriture? Quelle influence ça a concrètement dans leur réussite? Bien, je trouve qu'ils emploient beaucoup d'anglicismes et je trouve qu'ils reprennent aussi beaucoup de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils lisent dans les médias. Puis ça aussi, M. Ouimet en parlait tantôt. Puis c'est pas qu'on veut, on veut rabattre les oreilles. Non, mais il y a un rôle avec important ça, à jouer par les médias, parce que son influence, vous le voyez en salle de classe. C'est omniprésent dans la vie de tout le monde, donc des étudiants aussi, c'est omniprésent. Puis pour eux, ça devient un modèle. S'ils voient faire la différence, écrit en toutes lettres, ça rentre dans le vocabulaire, puis ils pensent que c'est le bien parler. Puis on peut pas les blâmer de penser... Parce que ça prend des modèles en quelque part. Ils imitent les adultes. Tout à fait. On doit leur donner de bons modèles. C'est tout. Est-ce que vous devez vous battre parfois sur ce qui est en usage pour leur montrer plus précisément, autant à l'université, dans le fond, qu'au cégep? Tout à fait. Parce qu'il y a un complexe d'infériorité vis-à-vis de l'anglais. Ça, c'est clair, je le sens chez mes étudiants. L'infériorité par rapport à l'anglais et par rapport aux Québécois, si on peut l'appeler ici, par rapport à la langue. Et souvent, ils ont peur d'écrire, ils ont peur de faire des fautes. C'est ça que j'ai peut-être un peu moins l'idée de se battre contre eux autres, parce que c'est peut-être plus les amuser. Les amener à aimer notre langue, finalement, qui évolue. Malheureusement, moi, je les corrige. C'est quasiment comme si je leur donnais la fessée. Mais donnons-leur le goût, dans le fond, de continuer à apprendre sur l'évolution de la langue pour, dans le fond, se permettre d'être plus fluide dans son utilisation. Tout à fait. Moi, d'ailleurs, j'ai des étudiants qui me disent, en éducation, qui enseignent le français, ils me disent, grâce à ce cours, on est plus conscient, on passe de l'air aveugle à l'air libre, on sait d'où vient le français. On est plus fiers de notre langue, la langue Soyons fiers. Et comme disait monsieur, le statut de la langue française, jusqu'au 19e siècle, c'était la langue internationale. La langue de la diplomatie vaticane, la langue de la Croix-Rouge. En toute diplomatie, M. Malamy, je vais vous demander de... On va conclure ce segment-ci de l'émission. Merci beaucoup. On pourrait discuter très, très longtemps. Oui. Et je vous garde pour rencontrer M. Ouimet pour continuer la discussion. Avec plaisir. Merci énormément à vous deux. C'est passionnant. Raymond Ouimet s'est joint à nous pour continuer la discussion avec Christian Bernier. On parlait tout à l'heure que le français était la langue universelle à une certaine époque. Donc, comment c'est arrivé? Comment on a réussi à concrétiser ça à certains moments? Bon, en fait, M. Malamy pourrait certainement répondre mieux que moi. Comment s'y est pris, entre autres, en figeant la langue dans des dictionnaires, des traités de grammaire aussi. Et donc, on a fait des règles. On s'est entendu sur des façons d'écrire, des graphies. Qu'est-ce que ça a permis au juste, ça? Ça a permis de préciser la langue et de faire en sorte que tous les gouvernements européens pouvaient se baser sur un dictionnaire pour discuter entre eux.
De sorte que même la Prusse, par exemple, les autorités gouvernementales royales de Prusse disaient que la langue française était la langue la plus parfaite, la plus précise pour communiquer, parce que justement, elle apparaissait dans un dictionnaire et on savait de quoi on échangeait avec les autres personnes. On pouvait s'y référer, dans le fond, puis se comprendre plus efficacement. Exactement. On s'est doté d'outils qui nous ont permis de pérenniser la langue puis de la parler de la même façon ou à peu près partout. Un peu partout, oui. Ce qui la rend universelle d'une certaine façon. Fait que c'est certainement un bon outil. Puis moi, à l'école, c'est avec ça que je travaille. Oui, vous avez évidemment. des outils... J'envoie mes étudiants qui ne comprennent pas leur faute au dictionnaire, à Antidote. C'est exactement le même. C'est les mêmes outils. Et c'est nécessaire pour le bien parler, pour bien écrire. Et pour corriger aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Moi, quand je corrige, j'ai mon dictionnaire à côté. Bien là, c'est rendu mon ordi avec Antidote. Mais Ça a évolué. Le dictionnaire en ligne. mais ça revient au même. Puis Oui, oui, oui. c'est là parce qu'il y a des phénomènes bizarres parfois. là, Peut-être que je digresse un peu, mais en correction, c'est qu'on se met à corriger 30 copies sur le même sujet. Puis il y a 5, 6 étudiants qui écrivent discussion, TION. Puis là, à un moment donné, on se demande si c'est pas vraiment TION à la fin. Là, puis on va commence à vérifier notre douter. dictionnaire. Ah, non, c'est pas ça. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Quand on parle de la précision de la langue, puis de figer la langue, au Québec, elle n'est sûrement pas figée, mais ça nous crée aussi des problèmes, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés à exporter. Par exemple, notre cinéma. Bien, partout ailleurs qu'au Québec, il faut mettre des sous-titres parce que le monde de la francophonie Faut ne adapter. nous comprend pas. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment sur le plan de la langue strictement, de la syntaxe ou de la prononciation. Peut-être que ça se confond aussi. Là. C'est vrai que le joual, c'est un peu confondre à la fois la prononciation et la langue, la syntaxe. Mais en même temps, il y a d'autres choses qu'on exporte. Par exemple, les mots informatiques, les néologismes. Oui. Comme Courriel, qui font qui a du été chemin créé au dans la Québec. francophonie. Oui, c'est ça, exactement. C'est à ce à quoi Oui, je pensais. oui. Donc, on a des particularités. Des fois, ça passe moins, mais des fois, ça passe très bien aussi, je crois. Je pense que j'ai ces discussions-là aussi parfois avec les étudiants. C'est sûr qu'il y a des mots dans certains contextes d'une dissertation, c'est pas acceptable. Mais dans d'autres contextes, ça l'est. Et un québécisme, moi, je pense que dans certains contextes, ça peut être tout à fait acceptable. C'est même joli. C'est Parfaitement d'accord, oui. C'est notre langue, c'est notre Il couleur. ne faut pas la gommer, dans le fond. Il y a juste des moments où c'est de meilleur usage, finalement. Oui, mais il arrive souvent aussi qu'on parle un français qui a une structure anglaise. Et là, les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est fréquent dans notre région. La personne Donc, que je te région parle qui de, a- je l'ai même à l'écrit, ça arrive. Oui. Donc, ça Qu'on le l'influence. dise, mais qu'on l'écrive. Combien je pense qu'il faut grand se il est, forcer. tu sais, au lieu de Ouais. dire... tu sais, L'évolution de la langue ici est teintée par le territoire. On en parlait justement tout à l'heure, mais dans le fond, elle est contaminée un peu par une structure d'une autre langue carrément, plutôt que d'être enrichie par... Oui, et ça, c'est dû au fait que la langue de travail au gouvernement fédéral, c'est l'anglais. C'est ça, On a c'est beau peut-être dire régional. que c'est bilingue, mais c'est faux. La langue de travail, c'est effectivement l'anglais. Donc, les défis de corriger une copie, une dissertation, au cégep de l'Outaouais en particulier, il faut tenir compte de la nouvelle orthographe ou pas, là, je ne le sais pas exactement, et de l'anglais possiblement qui se propage. C'est un peu ça, les défis? Ben oui, ça fait partie des défis, en tout cas. La nouvelle grammaire, la nouvelle orthographe, pardon, il faut l'accepter. Il faut accepter les deux graphies, en fait, l'ancienne et la nouvelle. Selon le ministère, il faut vraiment accepter les deux graphies dans un même travail. Ah, d'accord. Donc, c'est comme ça, officiellement, que ça fonctionne. Donc, il faut Mais- bien la maîtriser comme enseignant. Oui, tout à fait. D'où l'importance du dictionnaire, parce que moi non plus, j'ai pas adopté la nouvelle orthographe. Ça ne veut pas dire que je suis contre, là, que je m'y oppose, mais quand même, je ne l'ai C'est pas un travail adopté. quotidien. C'est ça. Puis sinon, pour ce qui est de l'anglais, l'influence de l'anglais, en tout cas, moi, je pense que quand c'est sur le plan syntaxique, c'est un très gros problème. Vous êtes ça d'accord commence sur à être ce assez point-là, pas mal. insidieux. Oui, il faut dire qu'on est envahi, hein, partout où la musique est en anglais. Vous allez Davantage. partout, il y a un pourcentage souvent très fort. Même à Radio-Canada, si vous écoutez la deuxième chaîne, ben, on a l'impression que c'est une chaîne bilingue. Donc, ça influence aussi les résultats, les productions, l'appropriation de la langue des étudiants aussi. Bien, je crois que oui. Par exemple, l'anglicisme faire la différence. Ça, on le voit partout, et je ne suis pas sûr que les gens sont conscients que ce soit un anglicisme.
Donc, mais ça, on le retrouve. Donc, d'où est l'influence? En fait, je crois que c'est les médias, la publicité, parce que c'est une expression qu'on entend. C'est un exemple Mais c'est parmi d'autres. compliqué, la langue française, à maîtriser. Ça ne devrait pas nous aider, justement, les nouvelles façons de l'enseigner, comme avec la nouvelle grammaire puis la nouvelle orthographe. Ça ne devrait pas nous aider à être meilleurs. Je ne suis pas convaincu, moi, que c'est si compliqué, ça. L'objectif? La langue. C'est pas compliqué d'écrire en français. Ben, ça, c'est un des exemples que les anglophones nous donnent constamment. Votre langue est compliquée. J'avais un directeur général qui me disait toujours qui avait de la difficulté à apprendre le français. C'est trop compliqué, le français. Puis un jour, ça m'avait fâché, puis j'avais dit, écoutez, ma fille, elle a 5 ans, puis elle parle de français. Et elle le parle bien, sans doute. Oui, elle le parle bien. Donc, c'est la façon dont on appréhende notre langue. Oui. Ah oui, mais on parlait tout à l'heure justement de s'approprier, puis de l'identité, puis du complexe, hein? Quand vous entendez le mot anglais « brome », par exemple, là, qui pense 2 minutes que ça s'écrit B-R-O-U-G-H-A-M? Il y a d'autres défis. On ne vient pas me dire que c'est aussi pas dans la compliqué, hiérarchie. ça non plus. Les verbes irréguliers Et aussi, oui, il y en a Mais plusieurs. est-ce que ça devrait simplifier l'apprentissage, du moins dans un milieu scolaire? Bien, la nouvelle orthographe règle certaines difficultés, puis en crée d'autres. Ah, oui. Crée certaines autres confusions aussi. Alors, globalement, est-ce que ça règle les problèmes? Je dirais que non. Est-ce que ça simplifie? En tout cas, ce qui a simplifié, c'est vraiment de mettre des traits d'union partout là, dans les nombres complexes. Là. Oui. Ça, c'est assez Dans simple. l'accent Là, circonflexe. on est bien content, mais ça, il faut faire attention. Mais on a oublié à quoi il servait l'accent Mais, circonflexe. tout à hein? fait. Sauf qu'il ne disparaît pas complètement. Mais Non. la langue, elle ne disparaîtra pas parce qu'on continue à la pratiquer. Puis je pense qu'il faut juste s'ouvrir à son évolution, puis dans le fond, être à l'affût et bien s'informer. Êtes-vous d'accord avec moi? Être à l'affût, la laisser évoluer, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. C'est le mot de la intelligemment. fin. Merci. Il y a tant à dire sur l'évolution de la langue française, mais on peut à tout le moins retenir qu'elle évolue constamment et que si on en prend soin, elle continuera à évoluer positivement. Merci à mes invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt.